Raptors Sixers. Les Dinos et les Sixers. Oh la violence. La violence de la série. Tellement. Non pas que le Bucks Celtics soit pas une série violente, attention. Hein. Mais là, c'est chaud. On s'installe. C'est l'heure de la preview. Vous connaissez le classique. On se fait donc la preview de cette série attendue par tellement de monde entre Toronto et Philadelphie. Waouh. On a les deux demi-finales de la conférence Est qu'on voulait, avec les 4 meilleures équipes au rendez-vous. On a des vraies demi-finales assez indécises, des grosses équipes, des effectifs profonds des deux côtés, des bons coachs, enfin de la star. De la superstar. Là, dans cette série-là, il y a de la star. Il y a de la star, il y a des joueurs qui jouent leur contrat. Ouais. Il y a des joueurs qui jouent leur réputation. Ouais. Il y a des franchises qui ont besoin de passer un cap. Ah non, mais laisse tomber. Trop de choses à dire, donc on s'installe peinard et on va faire le menu habituel. On le représente juste. Allez, c'est l'heure du tic-tac. Fan des Raptors et des Sixers, on fait la bise et donc le menu reste le même sur les previews. Nous allons démarrer d'abord avec la dynamique, les tendances un petit peu, comment ces deux franchises se ramènent en demi-finale, qu'est-ce qu'elles ont fait au premier tour, qu'est-ce qui s'est passé pour la saison régulière. Ensuite, on va faire le petit point tactico-technique, #Didier. Tout à fait, où là on prend un élément très précis, on sort les jumelles et on fait, c'est quoi, si on regarde ça, je peux vous le garantir, si c'est remporté par une des équipes, c'est gagné. Ensuite on va zoomer sur un joueur. Exactement, le joueur à suivre, le facteur X. Facteur X par exemple dans certains cas, tout à fait. Et ensuite on termine avec El Famoso Pronostico. Le pronostic de Bibi et d'Alexis Nator, où là on préfère vous prévenir, c'est une galère sans nom. Même les plus fervents défenseurs des Sixers ou des Raptors, faites pas genre, ça transpire très fort. Bah ça transpire de partout là. Ça transpire de partout, tout à fait. On est bon ? Du coup, on commence tout de suite, on perd pas de temps avec la dynamique et les tendances. Deux équipes qui ont, bizarrement, on venait de parler de Bucks. Les deux ont perdu leur premier match. Les Bucks Celtics sont vraiment gérés en 4-0, sweep, et Raptors et Sixers ont aussi eu une série assez similaire où, en effet, ils perdent leur Game 1. Il n'y a que ça qui est similaire. Il n'y a que ça qui est similaire. Je trouve que les Raptors ont bien plus dominé le Magic que les Sixers n'ont réellement dominé les Nets. Toronto plus rassurant, tout à fait. Je trouve aussi que les Nets ont offert une opposition que bien meilleure que le Magic sans leur faire offense. Oui, tout à fait, que le Magic, tout à fait. Dans le jeu, on est d'accord. Dans la façon d'aborder, dans l'agressivité, dans le vice, dans tout ce que tu veux, le coaching, tout. Commençons évidemment par Toronto, puisqu'ils sont deuxième de la conférence Est sur la saison régulière. Premier match perdu face à Kyrie, DJ Augustin, Irving. C'est ça, exactement. Avec un shoot incroyable. Uncle DJ qui a été absolument fou. La série ensuite, comme tu le dis, elle ne dure que 24 heures, puisque ensuite Toronto déroule. Le game 2, c'est une domination totale. Ils vont là-bas, ils gagnent les deux. Tout à fait. Le game 3 est un peu serré. Oui, mais enfin bon. Mais le game 4 est vraiment géré. Et quand tu rentres à la maison, par contre, le game 5 est d'une violence inouïe. Voilà, c'est ça. Disons que Toronto a mal négocié son game 1. L'a perdu de justesse. Après, c'est le classique. Toronto Game 1 Playoff. Mais derrière, ils ont joué à leur niveau et le Magic a rien pu faire. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est peut-être, on avait parlé un petit peu sur les réseaux sociaux avec certains habitants du Canada, c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu arriver à Toronto, cette défaite au Game 1, parce que tout de suite, ils sont passés en mode Playoff. Et donc, on a vu Kawhi exceptionnel, qui a juste renvoyé un message à tout le monde en mode « Oh les gars, on ne peut rien faire si je suis en mode, il n'y a rien à faire. My name is Leonard. My name is Finals MVP 2014, ce genre de délire. Siakam, monstrueux sur le Game 3. Kyle Lowry, ajustement direct. Marc Gasol, la défense sur Vucevic. C'est bien. Incroyable. Les apports de Norman Powell, de tous les copains en sortie de banc. En sortie de Game 1, c'est un sweep. Ils ont vite maîtrisé les quelques assets dangereux qu'a le Magic. Ils ont très vite maîtrisé. Et derrière, ça a déroulé. Ça a déroulé. Les Sixers, eux, contre les Nets, ça a été une toute autre histoire. C'est-à-dire que même... Puis pas la même ambiance d'ailleurs. Pas le même niveau de respect pour l'adversaire. Pas la même ambiance, pas le même niveau de respect pour l'adversaire. Ils se sont fait rentrer dedans, les Sixers, faut le dire. Au premier match, c'est pas du tout la même défaite que les Raptors. Au premier match, ils se font battre. C'est à peine serré, quoi. Genre, il y a un gros Jimmy Butler, mais les Nets dominent. Tout à fait, c'est un match dominé tout à fait par... On est d'accord, on était devant, on l'a fait en live et tout. On était là, genre... Waouh, ok, bonjour les Nets, quoi. Tout à fait, de toute façon, en sortie de Game 1, on s'est dit, s'il y a bien une des deux franchises entre Toronto, Orlando et Brooklyn Nets qui peut aller sur la durée, c'était Brooklyn Sixers, pardon. Ça n'a pas été le cas, mais dans des circonstances bien différentes. Il y a quand même 4-1 au final. Finalement, Philly a envoyé quelques gros messages quand même. Je veux dire, ok, les Nets sont débattus et tout. Philly a envoyé quelques gros messages. Le premier, c'est il y a quand même une incertitude sur l'état de forme de Joel Embiid. Oui.
ça n'empêche pas de stater l'autre et puis de peser sur un match. Le deuxième, c'est... Il loupe le game 3 juste. Ouais. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait Ben Simmons. Et alors Ben Simmons, mais de toute façon Ben Simmons sur la série. Ben Simmons a raté son premier match. Oui, mais Ben Simmons sur la série, parce que même si tu prends le premier match où il se rate, où il clash le public de Philly, où il dit choisissez votre côté, derrière, il assume. C'est je suis All-Star, il y a zéro débat. Son game 3 est exceptionnel puisque Embiid n'est pas là, il met 31 points et 9 rebonds à je crois genre 12 sur 16 au shoot, un truc comme ça. Et puis les switches permanents qu'il propose, la mismatch permanente qu'il est pour l'équipe adverse, c'est un enfer. Oui, défensivement, un taf monstrueux. Des deux côtés du terrain. Tout à fait, adaptation de Jimmy Butler qui fait un gros game 1 et qui après laisse les autres un petit peu prendre le dessus. Taf en défense. Et puis quand il y a des 3e, 4e cartons, il faut prendre le dessus et la balle en main, il le fait. N'importe quoi, mince. Joe Harris. Oui, Joe Harris, tous les mecs qui se sont relayés un peu. Dinwiddie, on n'a pas entendu parler. Bien sûr. Jimmy Butler a été sérieux. Tout à fait. Le réveil de Tobias Harris et de JJ Redick. À partir du game 2, notamment, il y a le fameux 3e carton all-time. Ils sont à 50 points, je crois. Et après, à Philly, ça fait le boulot. Un Tobias superbe. JJ Redick et tout. Ils ont beaucoup d'armes, on le savait. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Brooklyn n'a pas pu tenir. Ils avaient trop d'armes pour Brooklyn. C'est ça. Donc, les deux équipes, Philly. Une autre chanson. C'est clair. Philly et Toronto se qualifient 4-1. Sur la saison régulière, entre Sixers et Raptors, il y a 3-1 pour Toronto, si je ne dis pas de bêtises. Deux équipes de la division Atlantique. J'ai pas la stat sous les yeux, je me rappelle plus. Je crois que c'est 3-1 pour Toronto, ils sont de la division Atlantique, donc ils se jouent 4 fois. Ouais, mais de toute façon, il y a des Toronto, il y a des... Et c'est ça, tout à fait, et c'est ça dont on va parler aussi, c'est que si on prend ces 4 matchs de saison régulière, il y a eu beaucoup de matchs avec Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles. Sans Kawhi aussi, sûrement. Il y a eu des matchs aussi sans Tobias Harris et tout. Donc évidemment, on peut pas trop se baser dessus. Le seul match où ils sont tous ensemble, je crois que c'est une victoire de Toronto. Ce qu'on sait, c'est qu'en termes de dynamique, les deux équipes arrivent avec un bon regain de confiance. Oui. Les deux équipes arrivent au complet, même si Embiid n'est visiblement pas à 100% à cause de son genou. Mais ça a l'air d'aller de mieux. Ça va très bien. Tout. Les deux équipes disposent d'effectifs profonds. Vraiment. Là, jusqu'au 8e, 9e, 10e joueur, tu peux y aller des deux côtés, il y a des joueurs. On a tout à fait. Et d'ailleurs, on a 2 des 5 meilleurs 5 majeurs de la NBA. Après, on peut discuter, mais je veux dire en termes de talent. Déjà que les Sixers, on était là genre waouh. C'est très très lourd. Quand tu vois Lowry, Danny Green, Pascal Siakam, Kawhi Leonard, Marc Gasol. Et on a deux équipes qui ont des capacités d'adaptation très intéressantes. Ça peut défendre. Là, les coachs vont se faire plaisir, ça peut small balliser ou pas, ou quoi. Enfin, moi, j'ai vu notamment le match où Embiid n'était pas là. Moi, perso, quand ta raquette, en fait, c'est. Quand ton front courte, c'est genre Jimmy Butler, Ben Simmons, Tobias Harris, avec Tobias Harris et Ben Simmons qui sont tout à fait capables de porter la balle. Je te parle même pas de Jimmy Butler, évidemment. Mais putain. Non, et puis parfois, il faisait les 5 avec Mike Scott, même, donc ça fait que des mecs de 6'8. C'est terrible. Attention, hein. Bien sûr. Et donc, c'est très intéressant. Et Toronto, en fait, peut faire la même chose. Hein. Tout à fait. Danny Green, Kawhi, Pascal Siakam, Anunoby, Norman Powell. Enfin, tu vois, tu peux vraiment le faire. Enfin, Anunoby, là, du coup, qui était. Non, il est blessé. Qui était. Appendicite, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Absent. Malade, absent. Donc, oui. Et pour terminer là-dessus, sur les tendances aussi, des coachs qui n'ont pas non plus une énorme expérience. Je veux dire, Brett Brown, il est là depuis longtemps à Philly, mais il n'a jamais dépassé les demi-finales. Non. Il a joué les playoffs l'année dernière. Tout à fait. Et Nick Nurse, qui était sur le banc en tant qu'assistant, mais qui, en tant que head coach, découvre les playoffs en tant que coach principal. Ouais. Ça, c'est pour les tendances et dynamiques. Maintenant, là, on va pouvoir se faire plaisir. C'est sur le point tactico-technique. Let's go. Donc là, on va parler un petit peu stratégie. On se met à la place des entraîneurs. Vous faites les spécialistes comme nous, puisqu'on est tous des experts. Hashtag HAIXPEIRR. HAIXPEIRR. Exactement. Expert. Et donc, Alex, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Qu'est-ce que tu vas zoomer sur cette série ? Justement, on en parlait un peu, là, on a amené le sujet. Ouais, la gestion des rotations. La bataille de coaching en général, mais la gestion des rotations en particulier. Pas des bons foufous. Bah, oui et non. Justement, la gestion des rotations. C'est-à-dire que tu prends l'aspect Toronto. Tu vas avoir probablement un 5 majeur habituel qui est donc Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Serge Ibaka. Moi, je paierais plus Marc Gasol pour jouer Embiid au début. Et en face, tu vas avoir Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid. Ça te laisse quand même sur le banc côté Toronto Van Vliet, Ibaka, Norman Powell, peut-être un Anunoby qui va finir par revenir. Peut-être. Et j'ai oublié quelqu'un, mais je sais plus qui c'est. Bah mince alors. Bon, c'est pas grave. Chris Boucher. Ça te laisse 4 joueurs, au moins,
à rentrer petit à petit dans tes rotations. Bah en fait c'est Ibaka si tu l'as pas dans le c'est lui que je pense que en tête. En face, peut-être. En face, tu as TJ McConnell, Jonathan Simmons, Mike Scott, Boban Marjanovic. Et James Ennis, c'est ça, ils l'ont encore? Non. Voilà, t'as ces gars-là. Grosso modo, ça devrait être ça. Donc c'est quand même des rotations autour de 8-9 joueurs sans problème. Et là, ça va être très intéressant de voir comment ça va être géré. On sait que Brett Brown aime bien, au bout de à peine 5 minutes de match, sortir Joel Embiid et tac, direct, soit il fait Boban, soit il small ballise un peu toute l'affaire et tout. On sait que Nick Nurse aime bien régulièrement, par des séquences plus ou moins longues, utiliser Van Vliet à côté de Lowry et un front court qui se compose de Danny Green, Kawhi Leonard et Siakam, donc pour emmerder l'équipe adverse, obligé à avoir de la mobilité et tout. Il pourra difficilement le faire avec Embiid parce que j'aime bien Siakam, mais s'il doit se faire enfoncer par l'autre mastodonte de 125 kilos, ça va quand même être compliqué pour Pascalou, on l'adore, mais c'est compliqué. Donc là, Nick Nurse va forcément être obligé d'adapter ses rotations en fonction de quand et comment est Embiid sur le terrain, clairement. Et de l'autre côté, notre ami Brett Brown va forcément être obligé d'adapter ses rotations en fonction de ce que lui fait Nick Nurse et de comment ça fonctionne. Du coup, je suis très intéressé de voir, est-ce qu'on va continuer à avoir des rotations assez linéaires, comme on a vu ces deux équipes faire sur le premier tour, ou est-ce qu'on va avoir un peu d'improvisation, un peu de Brett Brown, Nick Nurse qui dit, voilà, j'en ai rien à foutre, moi je fais du small ball face à Embiid, par exemple, tu vois, genre, vas-y, par exemple, allons-y. Tu sais quoi, on va essayer de le punir et Siakam est en 5. Ouais, exactement. Exactement. Et puis on va courir. On va courir, écarter le terrain. Puis on va écarter le terrain, exactement. Et Pascal, tu te mets dans un coin, puis désolé, en attaque, c'est ce que tu fais. Tout à fait, ils peuvent reprendre le modèle. Bon, c'est pas les mêmes équipes, mais le modèle que Boston a utilisé l'année dernière en disant on va essayer de faire chier Embiid au maximum. Voilà. Bien sûr. Oui, c'est l'objectif. De l'autre côté, l'objectif de Brett Brown, ça va être quand même, si Embiid est en forme, de l'avoir au poste bas, bien servi, pour essayer de peser sur cette défense. L'autre objectif, ça va être de l'immobilier. Comment tu défends bien Kawhi Leonard. Alors t'as Jimmy Butler, t'as Tobias Harris, t'as des garçons à les mettre sur le slip. Attention, il y a du monde, même Ben Simmons, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je veux dire, il est capable, tu vois, on l'a vu faire. Ensuite, t'as l'utilisation de Kyle Lowry, quel va être son niveau réel. Au niveau des rotations globales, je trouve que ça va être une série passionnante parce que on a une petite idée des 5 majeurs, mais après, comment vont être utilisés les joueurs de banc, comment vont être utilisés en mix. Je les vois pas faire des rotations binaires, tu vois, ces deux coachs-là et tout. À mon avis, ça va mixer tout le temps. Mais comment c'est bien mixé. Voilà, exactement. Quand parfois t'as Jimmy qui est en balle, en contrôle de balle en début de deuxième quart-temps et qu'en fait il faut. Tout à fait. Je suis d'accord. Eh bien, est-ce que Nick Nurse il va laisser Kawhi Leonard sur le terrain à ce moment-là exprès pour emmerder Jimmy Butler par exemple. Tout à fait. Non, ça va être un vrai jeu d'échecs absolument magnifique à regarder. Je vais partir sur le mental. Non pas que dans les autres séries on s'en bat les couilles, il en faut du mental quoi qu'il en soit pour aller en finale de conférence. Mais là on est sur des équipes, attention. Parce que Philadelphie déjà, on s'est bien marré au tour précédent. Brooklyn, no disrespect, magnifique saison, mais tu pouvais faire le con. Ben Simmons il se marre, ça vient de qui? Jared Dudley, les fans, machin, trash talking, Joel Embiid. Pareil, Jared Dudley c'est un nobody, Jared Allen ça met des coups de coude. Philly est une équipe avec des gros caractères. Ça marche quand tu dois faire le vilain garçon qui est... c'est un petit peu le bully comme on dit. Les Sixers la face au net, ils sont arrivés, ils ont fait le daron un petit peu dans la cour de récré, ils ont fait ok lol, mais en fait ferme ta gueule. Tu ne peux pas faire ça avec Toronto. Non. Parce que les mecs sont expérimentés, que leur leader il parle pas un mot et que même leur second couteau c'est des mecs trop intelligents. Donc Philly, ça va être un vrai test de comment est-ce qu'ils peuvent faire face à la pression au niveau mental. Ils ont tout le talent. Mais comment est-ce qu'ils font? S'il y a un match serré et s'il y a un game winner qui est loupé, s'il y a une prolongation, comment est-ce que tu t'ajustes? Vraiment, on l'a vu, c'est une équipe qui était un peu en autopilotage là sur le premier tour de playoff, où ils ont fait confiance à leur talent. On a demandé des ajustements de Brett Brown, il y en a eu un petit peu, mais c'est surtout le talent qui a fait que Philly est passé au tour suivant. C'est pas comme s'ils avaient été impeccables, ils étaient juste plus forts. Là, contre Toronto, il y a une équipe qui te regarde droit dans les yeux en termes de talent et qui te dit, là... On va voir si vous êtes plus sans froid, quoi. Est-ce que tu as la tête froide dans les moments chauds? Et évidemment, côté Raptors, tu connais ton histoire, en fait. Si tu peux éviter de choke. Si tu peux éviter de choke, ça peut être sympa. Si Kyle Lowry peut rentrer des tirs au Game 1, par exemple. Si Kyle Lowry, voilà. Ou au Game 2, au Game 3, au Game 4, etc. Tout à fait. Il va falloir surveiller ça. Il va falloir surveiller, justement, comment est-ce que Toronto agit face au jeu physique
et hyper provoquant des Sixers, parce que attention, hein, toi t'es bien placé pour le savoir, je crois, non parce qu'il était à Cleveland, Marquise Chris, mais Serge Ibaka, quand tu le chauffes un petit peu, il a vite la main, il a la main rapide. Il envoie les patates. Mentalement, faut être fort, parce que quand Joel Embiid va commencer à faire Ibaka, t'inquiète, c'est la famille, mais en fait je le mets dans mes 2 poches arrière, le jour où Ibaka pète un plomb, met une patate, et que la NBA fait désolé Ibaka, t'es suspendu, parce que ça peut être une série hyper fighty. Et ben il va falloir faire très attention à ça. Les Marc Gasol, les joueurs du banc comme t'as dit, bref, je pense que ça va être une vraie bataille de mental, et l'équipe qui remportera cette bataille ira en finale de conférence selon moi. Okay. Voilà sur quoi on est parti, donc mental d'un côté, et puis donc les rotations de l'autre. Absolument fou à regarder, on pourra en parler pendant des heures, de toute façon cette série elle va être folle. Trop bien. Et on va partir sur les joueurs. Quels joueurs vous allez surveiller en priorité? Alex, qui tu nous as choisi sur les 15 prochains jours? Marc Gasol, parce que c'est pour lui là cette série, enfin pas que pour lui, pour Kawhi et tout, mais je veux dire son rôle est incroyablement déterminant. Fondamental. Marc Gasol va devoir se manger Joel Embiid, le pivot le plus dominant actuellement en NBA. Je peux le dire. Hein. C'est Giannis sinon, mais c'est... oui, c'est mais on est d'accord. Bien sûr. Hein, j'aime bien des Marcus Cousins, mais... J'aime bien Vucevic, mais bon. Escanter ? Faudra demander à Steven Adams. Escanter, faudra demander à Steven Adams, carrément. Non mais voilà, le pivot, physiquement, c'est un énorme défi. Techniquement, c'en est un également. Dès qu'il a la balle au poste, c'est un enfer. Donc l'objectif de Marc Gasol va être double. Va être en attaque, t'écartes Embiid du cercle. Autant que tu peux, Gasol s'est shooté. Et de temps en temps, tu vas un peu au poste bas, voir s'il n'y a pas une petite faute à lui faire faire. Marc Gasol a le footwork. Marc Gasol a la technique et l'expérience pour faire ce genre de taf. Gasol espace le terrain. Hein ? Il peut faire les deux en fait. Il peut se faire servir au poste et puis aller jouer Embiid, qui défend bien, attention. Hein. Mais sur un petit open under Vislar, la bim, faute d'Embiid, tu vois. C'est toujours ça de prix. Bien sûr. Embiid n'a pas envie de faire ses fautes trop tôt dans le match et tout, donc à mon avis, je serais pas du tout surpris de voir Toronto filer la balle au poste bas à Marc Gasol, genre 2 ou 3 fois dans les 10 premières possessions. Je serais même pas surpris, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quelque part, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'on risque ? Marc Gasol, c'est un bon joueur, si ça passe pas, ça passe pas. Par contre, s'il y a un petit coup à jouer, un petit open under, une petite feinte de Vislar à faire à Embiid tout de suite, il va y arriver. Bien sûr. Et de l'autre côté du terrain, bah ouais. Va falloir faire en sorte que faut le laisser shooter à 3, Embiid on a compris, puis après quand il se fait servir au poste bas, va falloir être costaud sur les appuis, va falloir résister au contact, va falloir avoir les bras bien levés et puis malheureusement accepter de prendre des coups, va falloir bien faire ses écrans retard pour éviter de se faire manger trop au rebond offensif ou ce genre de choses. Marc Gasol, même si il commence à être plus vieux et tout, il est grand, il est costaud, il a beaucoup d'expérience, il est capable de proposer à Embiid une première belle résistance. Je pense que ça va être lui le titulaire, sur laquelle Ibaka pourra venir se greffer. Ibaka, c'est pareil, il va le taffer le Embiid. Tout à fait. Donc vraiment, le rôle de Marc Gasol dans le plan de jeu de Toronto est forcément crucial. Déterminant, ouais. D'ailleurs, on vient de le voir, pas du tout le même type de joueur, mais le taf de Marc Gasol sur Vucevic au premier round, il aime ça, il aime les challenges défensifs. On parle d'un ancien des meilleurs défenseurs de l'année. Donc il est clair et certain que si tu peux avoir un Marc Gasol qui prend le challenge à deux mains et se dit, je vais tenir tête à Joel Embiid, ça peut être un aspect hyper intéressant, je suis d'accord. Ça peut vraiment être intéressant. Et quand Embiid va faire sa deuxième faute en fin de premier quart là, sur un petit shoot de merde là, de Marc Gasol qui se sera acheté dans son épaule là, on va tous dire putain oui c'est vrai Marc Gasol, quel Vislar. C'est vrai qu'en fait c'est un All-Star en fait. Il est Vislar surtout. Bien sûr. Ce que n'est pas, tu vois, j'aime bien Jarrett Allen, tout ça, ils ont fait chier Embiid, et tout, mais là ça n'a rien à voir. Là les playoffs démarrent pour Joel Embiid là. Ouais, là Joel Embiid il le sait. Il peut pas laisser Marc Gasol shooter de loin. En même temps, quand Marc Gasol va avoir la balle au poste bas, il a beaucoup de moves. Il a un challenge Joel Embiid devant lui. Et puis le coup de coude que t'as foutu à Jarrett Allen, tu peux pas faire si tu effleures Marc Gasol, il floppe et t'as ta troisième faute. Si tu effleures Marc Gasol, mais il se roule jusqu'au banc de touche. Il se roule jusqu'à Memphis. Bien sûr, on est d'accord. Ça c'est clair. Et bien, il a raison d'ailleurs. Je vais partir sur monsieur Jimmy Butler, Jimmy Buckets, parce que quand petit challenge aussi là, non? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'hallucine dans cette série, notamment de base, bon déjà il y a le contrat évidemment puisqu'il est agent libre cet été. Mais ce qui est fou avec Jimmy Butler, c'est que quand on observe la série, tu fais Ben Simmons, Joel Embiid, puis Siakam et puis Kawhi Leonard et Marc Gasol quand même. Hein. Et puis il faudra peut-être voir J.J. Redick et Tobias Harris. Il y a Jimmy Butler, je sais pas si on a oublié un petit peu, qui est un joueur qui peut évoluer à un niveau incroyable. Ça y est, on est dans ce genre de série qui va
Je sais pas si ça va jouer extrêmement vite. Je pense que Philly va vouloir pousser un petit peu le tempo. Mais pas les Raptors. Mais pas sûr que les Raptors le veuillent. Par contre, sur demi-terrain, si les Raptors, comme mission, veulent ralentir, Jimmy Butler sur demi-terrain, on y va. Déjà en attaque parce qu'il va falloir créer. La défense de Toronto, quand elle est au diapason, c'est terrible. Orlando, ils sont encore en PLS à l'heure actuelle. C'est très chiant. Donc du coup, il faut un créateur comme Jimmy Butler qui peut provoquer des lancers, qui calme le jeu dans le 4ème quart-temps. Parce que là, quand Ben Simmons, il galope contre Brooklyn, il peut parce que le repli défensif n'est pas de la même qualité que celui de Toronto. Là, tu pourras pas faire le même bordel. Pas tout le temps, en tout cas. Pas tout le temps. Donc du coup, Jimmy Butler va, je pense, avoir pas mal la balle. Défensivement, il faut que tu te coltines. Kawhi. Un mec comme Kawhi, pas que. Il va y avoir des switches aussi. Toronto est assez malin pour mettre parfois la balle entre les mains d'un Siakam et faire genre bah vas-y, t'es plus grand que. De toute façon, t'es plus grand que Jimmy Butler, donc vas-y, fonce. Et voilà. Il y a eu un très très bon match de Jimmy Butler. Il y a eu des très belles séquences face aux Nets, mais il n'y a pas eu trop besoin de Jimmy Butler. Philly ne peut pas aller en finale de conférence sans un Jimmy Butler impeccable. Ah bah non, non, mais bien sûr. Tu pouvais te le permettre au round précédent. Bien sûr. Là, tu ne peux pas parce qu'en plus, la physionomie, je crois, après peut-être que Ben Simmons va nous écouter et va dire putain, trash talk, motherfuckers, mais je crois pas que tu puisses faire le même chantier que contre Brooklyn, là, pour un mec comme Ben Simmons. Donc le next man up, c'est Jimmy Butler et j'ai très hâte de le voir parce que il peut rappeler à quel point c'est un all-star indiscutable lorsqu'il joue concentré. Marc Gasol pour Alex, Jimmy Butler pour Bibi. Évidemment, on aurait pu dire 10 noms, même 13, parce que dans cette série, il y a de la star dans tous les sens. Un peu JJ Redick qui va nous essouffler Danny Green derrière les écrans, et Danny Green derrière les écrans pour faire essouffler JJ Redick, et tous les gars du banc, évidemment. Pronostico ? On termine avec quel pronostico ? On sort les tarots, les cartes ? On sort les cartes, évidemment. Alexinator et Bibi, on va balancer un petit pronostic. Dites-nous qui vous voyez sur cette série. Oh putain, je sais pas quoi faire, là, c'est vraiment au doigt mouillé. On va se faire plaisir. Alex, quel est ton pronostic sur cette série galère, entre Toronto et Philadelphie ? Il faut le reconnaître. J'ai pas mal de cas de figure dans ma tête. Non, je veux un pronostic. Attends. J'arrive. Et je vais en trancher un tout de suite. Je vais dire Sixers qui passe 4-2. Ok. Je te cache pas que j'avais d'autres cas de figure. Impossible dans ma tête. Je me dis que, en fait, ce que je me dis, c'est que bon, on a deux équipes qui se sont livrées des belles batailles en régulière. Bon, je sais pas trop si, comme on l'a dit, tu vois, il y avait pas les mêmes effectifs exactement, donc c'est pas très pertinent de jauger là-dessus. Deux équipes qui ont perdu le premier match, comme on l'a dit, et qui ont sweepé derrière leurs adversaires. Je trouve ça assez salutaire pour les Sixers d'avoir joué ces Nets là, provoquant, chiant et tout. Ça leur a montré certaines choses. Ça donne l'occasion à Brett Brown de faire assez genre, ça faut pas le faire les gars. Tu vois ce que je veux dire, tu parlais du coup de coude d'Embiid, tout ça. J'espère que Brett Brown a fait ça faut pas le faire. Non. J'espère qu'Embiid ou Butler ont parlé entre eux genre faut qu'on fasse gaffe là par contre. Tu vois ce que je veux dire. Et ils ont en Tobias Harris, pour commencer par eux, en Tobias Harris et en Jimmy Butler, deux joueurs de niveau All-Star qui doivent aller chercher un contrat. Donc ça va jouer dur. Le duel, on en a à peine parlé, le duel Tobias Harris-Pascal Siakam. Putain de merde. Ça peut être la clé de la série, le truc, en fait, ça se trouve. Ça se trouve, c'est ça la clé, tu vois. Alors, on en a à peine parlé, tu vois. Bien évidemment, hein, Ben Simmons et Joel Embiid, qui, pour moi, doivent dominer leur match-up face à face. Si Embiid est le Joel Embiid qu'on a connu tout au long de la régulière et sur ce premier tour de play-off, c'est-à-dire en 27-13, là, avec beaucoup de fautes provoquées en face et des galères quand même à le défendre, je pense que Toronto est face à un problème insoluble en termes de raquettes. Après, ils peuvent gagner sur d'autres secteurs, notamment sur les lignes extérieures ou sur la qualité du fond de jeu aussi. Je trouve que le fond de jeu de Toronto est quand même un peu plus abouti cette année que celui des Sixers. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de matchs serrés. Je pense que c'est la série d'Embiid. Je pense qu'Embiid, c'est là où on doit, en sortie de cette série, faire l'autre, on lui a mis à Marc Gasol, il en avait rien à foutre, tu vois. Genre pour moi, c'est la série Toronto, il a dit voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la série, c'est là où il doit arriver vénère, il doit un peu moins parler, il doit pas mettre de coups de coude, il doit faire les gars, ça va être 28-15 points barre. Genre un savoir, c'est le tarif. C'est le tarif, tu vois. Et si Embiid est capable, parce que j'ai parlé de Marc Gasol qui pouvait vicier Embiid peut faire deux fautes à toute la raquette des Raptors en 10 minutes. Hein. Attention. Bien sûr. Donc, je mets Sixers. 4-2. Ouais, 4-2. Donc ça finit je me dis, ça finit chez soi. Okay. Parce qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain, tu vois, les Sixers. Donc, je vois bien un truc genre
Genre ça peut gagner à l'extérieur ces deux équipes-là. Hein. J'aime bien l'avantage du terrain, mais c'est capable. Hein. Les Sixers peuvent gagner à Toronto, mais Toronto peut aller gagner à Philadelphie. Je vois bien le 2-2 et match 5 et 6 pour les Sixers. Vous avez entendu ? C'est le pronostic d'Alex. Voilà. 4-3 Raptors. Ah ouais. Bah oui, alors, il est dans la continuité un peu de mon prono quelque part, parce que s'il y a 4-2 Sixers, trop de cas de figure comme Alex le disait là. Bon, autant être transparent. Juste avant que la caméra tourne et que Léon s'allume tout ça, on avait les pronostics contraires. Je vais partir sur 4-3 Raptors. Un peu plus d'expérience. Ouais. D'un côté. Un tout petit peu. Inconcevable pour moi que Toronto perde un Game 7 à la maison. C'est pas possible. Si ça va en 7, Toronto ne va pas te choquer à la maison quand même. Je vais mettre quand même Toronto devant parce que un tout petit peu plus confiance dans le culot de Nick Nurse par rapport à celui de Brett Brown, dans les ajustements, cette capacité à pouvoir mettre un vrai plan de jeu en place pour que ça, je suis d'accord sur le coaching. Je trouve qu'il y a plus de talent. Tu crois qu'il y a plus de talent à Philly ? Il y a plus de talent à Philly, et si ça clique à Philly, ça peut aller très vite. Je mets juste Toronto sur ses axes suivants. Un tout petit peu plus d'expérience. Marc Gasol, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Danny Green. Ça peut avoir quasiment 100 matchs de playoffs chacun. C'est assez violent. Le coaching, donc, après, ça peut être kiff-kiff. Je pense que Toronto peut préparer un plan de jeu défensif qui peut être très, 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 très violent. Pareil de l'autre côté, tout à fait, mais je trouve qu'il y a à Toronto des joueurs qui peuvent s'ajuster un petit peu plus, ou dont les joueurs qui doivent s'ajuster sont un petit peu moins importants. C'est-à-dire que je m'attends vraiment, et je le répète, à un plan de jeu qui va être fait pour que... Joel Embiid, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils vont essayer d'étouffer au maximum Ben Simmons et ses transitions. Ouais, même Embiid, ils vont le doubler. Hein. Embiid, ils vont essayer de doubler, mais donc, tout à fait. Et donc, ils vont essayer de voir avec leur longueur de bras ce que ça peut donner, mais je pense que Toronto a plus d'éléments qui me rassurent par rapport à cette espèce de jauge de potentiel de Philly où ils peuvent exploser et en même temps parfois chuter. Et donc, ça se joue en 7. Et ça sera pour Toronto, qui ira donc en finale de conférence. Bon, en tout cas, c'est serré. C'est extrêmement serré. J'avais dit, je pars à peu près sur le même... Un petit peu sur le même modèle que ce que j'ai fait avec d'autres séries où si Philly ne termine pas en 6, c'est Toronto qui prend en 7. Voilà. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ce que tu as quand même dit. En tout cas, moi, je suis là-dessus. Je ne vois pas Philly gagner en 7 à Toronto. Et j'ai très hâte que cette séquence soit découpée. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai mis 4-2. Et c'est pour ça que tu as mis 4-2, voilà. Donc du coup, hardcore, balancez votre pronostic pour cette série. On va capture screen tout ce que vous avez balancé dans les commentaires, évidemment, parce que là, on veut pas que des gens qui disent ouais, on avait balancé. Fait péter les calendriers, là, putain. Ouais, et fait péter les calendriers. S'organiser un peu. Clair, qu'on puisse faire ça. Et tout à fait. Et puis, surtout, kiffer à fond, il va y avoir du trash talking, il va y avoir du fight, ça va se rentrer dans la gueule, il va y avoir des ajustements. Demi-finale de ouf entre Toronto et Philadelphie, profitez bien, craquez pas trop. Et nous on se retrouve bientôt pour débriefer tout ça. Bisous, à la prochaine, ciao.